Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant-propos, visitez Lascaux ? De Flaubert au MEDEF de Monsieur Gattaz, la chanson est la même. Avec la Commune de Paris, écrivait Flaubert en 1871, on revient au pur Moyen-Âge. Le peuple est un éternel mineur. Les syndicalistes de la CGT sont des voyous, des terroristes ayant des pratiques staliniennes, affirme Monsieur Gattaz dans le journal Le Monde en 2016. Quant aux pseudo-progressistes, style l'Obs ou Libération, ils ressemblent à la gauche versaillaise, lorsque George Sand s'inquiétait davantage pour son mobilier resté à Paris que pour la vie des communards et l'avenir du mouvement ouvrier. Leur devise est « Je pense ce que j'ai intérêt à penser ». Rien de vraiment nouveau entre les éloges adressés à la police de la V. République et aux opérations répressives du ministère de l'Intérieur, contre les Algériens lorsqu'il était français musulman, contre les étudiants de mai 1968 ou les syndicalistes de juin 2016, et le discours du Figaro du 3 janvier 1871 qui à propos de la répression sauvage des ouvriers de Paris ose écrire, c'est apostrophe, et la croisade de la civilisation contre la barbarie. C'est que la haine sociale comme le racisme est une constante. La France d'en haut n'a jamais supporté la France d'en bas. Rien de spécifique. Les privilégiés de tous les pays du monde, toujours très minoritaires, qui trouvent la société harmonieuse parce qu'ils en profitent, ont le plus grand mépris pour ceux qui n'ont rien mais qui les rendent anxieux dès lors qu'ils osent dire non. Offrir du pain, avec parcimonie et des jeux, en abondance, au petit peuple est jugé suffisant dans le cirque politique depuis le début des temps. Producteur d'un vaste confusionnisme idéologique, le système qui fait roi le capital a durant une longue période récente obtenu ce dont parlait la Boétie il y a quelques siècles, la servitude volontaire. Un certain capitalisme de la séduction, prodigue en objets de consommation attractifs et producteur de spectacles avec effets spéciaux, semblait devoir se pérenniser. Avec la mort brutale de l'URSS, la disparition des rouges en France comme sur toute la planète ne devait plus être qu'une question de patience pour peu que l'on évite de provoquer un quelconque sursaut. Le silence devenait la meilleure censure, surtout ne pas réveiller le monstre, très affaibli par des accusations inutiles et des procès inopportuns. Les officines qui durant de longues années s'étaient professionnalisées dans l'anticommunisme et l'antisoviétisme pouvaient se calmer, y compris vis-à-vis des gouvernements comme celui de la France de 1981, où quelques ministres avaient officiellement une couleur écarlate alors que le rose décoloré dominait. Mais l'histoire connaît des rebonds. Se sont succédés dans les palais nationaux de vraie droite, d'une vulgarité inédite, le sarkozysme par exemple, et de fausse gauche, avec de soi-disant socialistes modernes, persévérant dans la gestion d'alternance sans alternative. Elles accompagnaient les crises sans même essayer de les résoudre. Sont donc réapparues, après quelques années d'incertitude sur la manière de dénoncer l'ennemi social, et pour sauvegarder le désordre établi source d'inégalités de plus en plus criantes, les artilleurs de la pensée courbée, les faussaires de l'histoire que les vainqueurs du jour savent si bien voler, les politiciens primaires et brutaux redevenus inquiets pour leur avenir et pour elle apostrophe. À voir de ceux qui ont la calculette facile, toujours aux aguets face aux risques, vigiles attentifs à leurs intérêts sonnants et trébuchants, depuis leur capitale Neuilly, Ibiza et quelques paradis fiscaux. Au premier rang, derrière les princes du CAC 40, les troupes du MEDEF, ralliées selon les opportunités à la droite républicaine, à la droite extrême ou aux socialistes compréhensifs pourvu qu'ils aient à peu près la même politique. Malgré l'éternelle insatisfaction de ces maîtres et économies vis-à-vis des politiciens jamais assez serviles, elles ne sont pas sectaires. Leur seul ennemi est cette populace, ces salariés de tout niveau qui ont périodiquement la prétention de revendiquer au-delà de ce qui leur est alloué par les managers et les actionnaires et qui ne comprennent rien aux lois du marché. Au second rang mais à proximité, les journalistes mercenaires des médias sous contrôle et quelques intellectuels convaincus, bien que les Zemmour, Bernard-Henri Lévy et autres Finkielkraut soient les piètres héritiers des Raymond Aron et autres Gaston Berger. C'est à eux que l'on doit, dans l'ère occidentale de plus en plus frelatée, le retour d'un printemps des privilèges, avec force d'arguments, les mêmes depuis le 19e siècle. À la radio, à la télévision, dans le monde du livre. À la suite d'Adler, Brice Couturier a été longtemps à la tâche chaque matin sur France Culture, antenne du service public paraît-il. Mais il y a aussi Béguetta, qui ne laisse rien passer.
Des docs choisis sur l'ex-RDA, sur l'armée rouge, sur la Corée du Nord, des fictions Yankees, œuvres du département d'État, des experts sélectionnés, passent en boucle sur toutes les chaînes Tom V. Les grands médias s'étranglent devant la radicalisation de la CGT et son secrétaire général, trop moustachu pour être honnête. L'homme au couteau entre les dents d'avant-guerre réapparaît. Le racisme et la xénophobie, doublés de complaisance inappropriée pour les démocraties saoudiennes et qataries, mine de rien, dégradent une patrie des droits de l'homme qui se réduit au mythe. Mais c'est la Russie qui se voit traitée comme l'était l'URSS. Elle a toujours tort. La Chine fait toujours mal, mais ses yuans sont sympathiques. Les Arabes sont des sauvages, sauf les émirs bien entendu. En tout état de cause, le simplisme le plus primitif est la règle et les Antilles appartiennent à l'unique camp du bien. L'édition n'est pas en reste. Après une accalmie à la fin de la guerre froide, Tintin chez les Soviets est de retour. Volton en 2016 consacre à une histoire du communisme, 3 épais volumes, titre 1. Les bourreaux, titre 2. Les victimes, titre 3. Les complices. Winnock vitupère contre le sinistre communiste refroidi. La revue L'Histoire novembre 2015 par exemple, s'apitoie sur ces communistes qui y ont cru, tandis que les vieux JL. Domenac et Périgoulot poursuivent avec persévérance leur campagne contre le communisme asiatique. La France et l'Europe sont à nouveau menacées par les réseaux du Kremlin et la France russe. Ce retour en masse de la haine ordinaire contre tout ce qui dérange le système s'explique. La crise, pour le plus grand nombre, est profonde et multiforme. Les cadres dans les entreprises eux-mêmes sont insatisfaits et n'y croient plus. Les mouvements protestataires en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Belgique, inquiètent, même s'ils sont encore embryonnaires et si l'Union européenne veille pour en limiter l'impact. Les mouvements revendicatifs d'avril-mai-juin 2016 en France ont amplifié la résurgence de l'hostilité méprisante pour les gens ordinaires, salariés sans importance irrespectueux du royaume du fric roi, amateurs de poings levés et de drapeaux rouges. Dans le même temps, le système s'est habitué au succès répétitif des néofascistes en Hongrie, en Pologne, dans certains pays baltes, en Croatie, en Autriche et en France. L'évolution autocratique de la Turquie, aux portes de l'Union européenne, n'empêche aucunement un rapprochement contre nature fondé pour partie sur sa qualité de tout à l'égout pour réfugiés et de base stratégique pour l'OTAN. On pactise avec l'Arabie saoudite, le Qatar, tandis qu'on applaudit à l'élimination de leaders africains qu'on avait installés avant-hier dans le cadre de la francophonie, ou à leur réélection toujours plus frelatée. L'élite autoproclamée a même inventé le langage et les mots avec lesquels il faut penser. Outre le vocabulaire économique ajusté aux intérêts dominants, flexibilité par exemple, ses ennemis sont qualifiés de populistes, de droite et de gauche, tous renvoyés à leurs études et au bon sens, afin qu'ils comprennent enfin ce qu'est l'état de droit, Charlie et les exigences de la sacro-sainte entreprise. L'antipopulisme contre la gauche radicale rejoint l'anticommunisme d'antan. L'hostilité larvée aux Arabes remplace l'archaïque antisémitisme et l'anti-judéo-bolchevisme, qui n'est plus du tout à la mode. Le 3 degrés Reich et à 1 degré moindre l'État français de Pétain sont officiellement bannis, malgré l'esprit vichiste qui se développe. Le procès chronique fait aux réfugiés qui nous envahissent, à l'exception de ceux qui meurent en masse en Méditerranée au lendemain des politiques de déstabilisation menées par l'Occident, est le fruit de l'incapacité de l'Europe d'accueillir une immigration pourtant infiniment inférieure à celle que connaît l'Afrique sous-développée. L'argument est la soi-disant menace d'islamisation, qui se profilerait après des siècles d'évangélisation universelle. Le tout constitue la grande guerre permanente contre les pauvres blancs ou de couleur qui n'a jamais cessé tout au long de l'histoire. Elle s'aggrave dans la mesure où l'évolution technologique et les pratiques spéculatives rendent de plus en plus inutiles les hommes eux-mêmes, trop nombreux. Ainsi, comble d'obscénité, le peuple sert de bouc émissaire aux échecs de ses maîtres. Ainsi, parler d'anticommunisme en 2016 n'est pas une démarche archaïque relevant quasiment de l'histoire érudite, sans portée politique et idéologique. Ce n'est pas visiter Lascaux pour comprendre ses ancêtres. C'est tenter une démarche de protestation en faveur du peuple toujours plus impopulaire qui, malgré toutes ses faiblesses, fait peur à ceux infiniment plus puissants que lui. Cette frayeur se répète. On l'a observée en 1936, puis à la Libération après la Seconde Guerre mondiale, lorsque bourgeois et notables ensemble faisaient profil bas,
ils étaient à genoux pour fait de collaboration avec les nazis ou de passivité. On l'a vu brièvement lors de la révolte de mai 1968, lorsque les beaux quartiers se barricadaient. On l'aperçoit à nouveau au spectacle des Syriza et autres Podemos, des succès de B. Sanders aux États-Unis et de J. Corbyn en Grande-Bretagne ces derniers temps, en raison de ce qui pourrait survenir. La vieille lâcheté des privilégiés et de leurs commis se renouvelle dès lors qu'éclatent des guerres sociales dures, des occupations des lieux de travail, et des manifestations où s'expriment des mots d'ordre vengeurs et irrespectueux. Comparé au grand risque de blocage des affaires, le terrorisme n'est rien pour eux en dépit des discours. Mais à l'évidence, le peuple n'a pas toujours raison. Il en est de même pour ceux qui l'incarnent à chaque moment de l'histoire. Il n'est pas interdit d'en faire la critique. Depuis les Lumières, la raison est l'outil de la connaissance et du progrès et il serait malhonnête de jouer sur l'émotivité, se voudrait-elle généreuse. Cette émotivité instrumentalisée tous les jours par les grands médias est une arme des pouvoirs pour flatter ou discréditer, sans jamais expliquer. Ce n'est pas un outil efficace pour les transformations sociales. La raison, qui seule peut être opérationnelle pour modifier l'ordre des choses, exige l'analyse de la complexité. Elle suppose une approche critique du mouvement populaire, qu'il soit communiste ou autre, et plus encore des États qui se réclament du socialisme. Mais elle récuse absolument le clivage simpliste des faussaires de tous bords qui distinguent entre le bien et le mal, la dictature et la démocratie, entre les sachants et les ignares, entre le bon peuple et les malveillants révolutionnaires. Elle refuse d'admettre que les oligarchies qui se permettent tout, et osent se présenter comme des aristocraties, soient appelées à exercer leur hégémonie jusqu'à la fin des temps. L'histoire continuera peut-être sans elle, pour le plus grand bénéfice du plus grand nombre. L'imaginaire populaire a la capacité d'inventer et de se substituer à l'habileté crapuleuse des spéculateurs en tout genre. L'anticommunisme, c'est quoi ? C'est avant tout l'expression d'un confusionnisme majeur. Les antis ne craignent pas les contradictions, mais ils se récupèrent par le nombre. Il y a toujours des candidats lorsqu'il s'agit d'être poussés par les vents dominants et par la diversité, des journaleux aux stipendiés d'officines douteuses via les universitaires convaincus. Tout est en effet mêlé chez les antis. Le marxisme, ses interprétations, la pratique des partis se qualifiant de communistes, les États se réclamant du socialisme, et plus largement tous les mouvements populaires quelque peu radicaux. Un moyen de pouvoir dire n'importe quoi, sans limite et d'instrumentaliser toutes les insuffisances, les faiblesses, les carences, voire les crimes, pouvant être recensés ici ou là, à Paris ou au bout de monde. L'individu communiste, dans la société qui est la sienne, doit ainsi assumer tout ce qui se fait au nom d'un drapeau recouvrant pourtant des réalités profondément différentes voire opposées. Le communiste est donc nécessairement coupable. Il est responsable de tout devant tous, qu'il s'agisse d'un acte commis à Caracas, à La Paz, évidemment à Pékin et à Moscou, d'hier et d'aujourd'hui, en passant par Oulan-Bator ou Kiev. Partout on lui demande des comptes. Cette absurdité est opératoire. Les propagandistes anti peuvent dans chaque pays tirer dans les coins pour mieux atteindre leur cible locale, la seule qui les préoccupe vraiment. On dénonce Chavez ou Morale pour mieux désespérer Aubervilliers ou Montreuil. Comme hier le procès des moscovites permettait d'accuser la banlieue rouge. C'est par la bande que l'on discrédite le plus facilement depuis des décennies l'idée même de transformation sociale. On s'empare de tout fait négatif, tout événement récupérable et même toute anecdote à laquelle on attribue une signification générale, pour rejeter globalement toutes les expériences révolutionnaires passées et présentes et traiter d'imbéciles naïfs ceux qui les soutiennent et qui aspirent eux-mêmes à des changements radicaux. Cette maltraitance de l'histoire et de l'actualité politique, alternativement ou simultanément, accumulée durant des décennies ne peut qu'aider à renforcer les accusations contre les victimes de cette maltraitance qui dans de nombreux cas, s'assimile à un véritable vol de l'histoire. Par exemple, la tendance au repli dogmatique, à un comportement réactif et défensif peu attractif, etc. En bref, par cette voie, il s'agit d'éloigner le danger d'une mobilisation populaire de masse, source éventuelle d'un bouleversement social. Une confusion analogue appliquée au christianisme, qui serait accusé de pro-capitalisme, n'a jamais été admise. En dépit de la réalité historique,
La religion chrétienne, l'État s'en réclamant et le système socio-économique bénéficiaire de sa bénédiction, sont soigneusement dissociés. Les massacres légitimés par la théorie vaticane de la guerre juste, les appuis fournis au fascisme italien, franquiste, chilien, etc., le conservatisme économique et le paternalisme social toléré, ne conduisent en rien au procès général du chrétien et du christianisme qui, par une sorte de miracle, sortent constamment indemnes des horreurs de l'histoire de l'Église. Les tâches monstrueuses sur l'Église ne semblent pas constituer un fardeau très pesant sur la conscience du chrétien, simple croyant ou militant, apparemment étranger à l'institution. Pourtant, comme on le fait souvent pour les communistes, on peut ironiser sans fin sur ceux qui y ont cru. Le catholique français n'est aucunement culpabilisé par le franquisme espagnol, allié de l'Église et patronné par sainte Thérèse d'Avila. Il ne reste rien dans la mémoire des conservateurs catholiques d'aujourd'hui de la solidarité de l'Église et du régime de Vichy, co-responsable du génocide antisémite. Quant aux partisans convaincus des vertus irremplaçables du capitalisme, y compris financier, et le plus souvent grands admirateurs du modèle américain, ils ne se sentent pas comptables pour autant des guerres menées par les États-Unis au Vietnam, en Afghanistan, en Irak ou des ingérences en Amérique du Sud, pas davantage que de l'espionnage universel, NSA, ou du ségrégationnisme anti-noir. En dépit des méfaits du colonialisme d'hier, et de la subordination actuelle des économies du Sud aux intérêts de quelques grands groupes style Bolloré, Bouygues ou Areva, le partisan du système n'a aucun complexe et ne se sent en rien responsable du sous-développement. L'évasion fiscale pratiquée par les banques et les grands groupes financiers, et qui prive l'économie réelle des nécessaires investissements, ne les perturbe pas davantage. Les 20 millions de chômeurs de l'Union européenne et les millions de précaires et de pauvres, plus nombreux encore, ne les conduisent pas à constater la faillite du système socio-économique et à conclure à la nécessité de le remplacer. Les haineux accents aigus aux conservateurs d'aujourd'hui comme les libéraux d'hier et d'avant-hier ayant vécu la crise des années 1930 et les guerres qui ont suivi, s'estiment toujours les meilleurs et les irremplaçables gestionnaires du monde, écartant toute alternative. S'ils décrètent que Marx est mort, ils n'en disent pas autant d'Asmith. Wall Street et la City ont toujours la cote optimale. Pour ce petit monde d'en haut, les échecs du capital ne sont que ponctuels, ces crimes de simples accidents. Rien n'atteint dans sa substance le mode de production, avec sa libre concurrence toujours faussée, la concentration économique et financière toujours plus destructrice de la petite propriété et les inégalités sociales, toujours plus abyssales, ce sont de simples dégâts collatéraux de la nécessaire compétition logique naturelle dans les relations humaines. Et peu importe que la devise de la République française prenne ainsi une dimension folklorique. C'est une autre perversion de la pensée que d'assimiler une opposition populaire minoritaire à un État. Cette malhonnêteté intellectuelle est le fait constant de la propagande anti. Pour mieux dénoncer l'anticommunisme, on a développé systématiquement l'antisoviétisme tout au long du XX siècle. Aujourd'hui encore on mêle sans scrupule les critiques contre l'État chinois ou nord-coréen, les évolutions de l'État bolivien, vénézuélien ou cubain et la critique sociale à l'intérieur des pays occidentaux. Le communisme est pourtant une idée trop grande, à l'évidence, pour être confiée à un État, écrit le philosophe marxiste Abadiou. Les pratiques du KGB étaient censées apporter la preuve de la malfaisance des communistes français. La répression du régime polonais de Jaruzelski démontrait la fausseté des libertés revendiquées par le PCF. Lorsqu'on observe l'histoire de ce parti, par exemple, comme celui d'Italie, de Belgique ou de Grèce pour ne citer que cela, on peut certes constater nombre de fautes politiques comme celles que toutes les formations partisanes ont pu commettre, mais à aucun moment le PCF, par exemple, n'a porté préjudice aux libertés publiques. Tout au contraire, il a joué un rôle protecteur lorsqu'elles étaient mises en cause et a stimulé l'émergence de nouveaux droits, notamment sociaux. Il a en effet, comme la plupart des mouvements communistes dans le monde, exercé une fonction de nature tribunicienne. Il s'est manifesté aux côtés des démunis contre des pouvoirs en général indifférents ou hostiles. Un État, qu'il se réclame ou pas du socialisme, est nécessairement dans une toute autre posture, il est avant tout État. Qu'il soit russe, chinois ou autre, il est soumis à un héritage national et à une structure sociale complexe qu'il est difficile de révolutionner même s'il en a l'intention.
Il ne peut échapper à l'affrontement des intérêts contradictoires, y compris ceux qui s'expriment au sein des couches populaires. Il ne peut éviter l'environnement international globalement hostile dès lors qu'il le perturbe par son mode de production différent. L'analogie est flagrante entre l'agression des monarchies européennes contre la Révolution française et celle qui a menacé la survie de la Révolution russe, à l'instigation des armées occidentales alliées des armées blanches impériales. Le recours à la force armée contre le mouvement socialiste coréen et vietnamien et la guerre économique menée contre Cuba castriste, le Nicaragua de Ortega, la Bolivie de Morales, le Venezuela de Chavez et Maduro, l'Équateur de Correa, grâce à des manœuvres financières et des embargos internationaux expriment la volonté de détruire le pouvoir révolutionnaire ou de rendre l'expérience peu attractive du fait des obstacles rencontrés et d'éviter toute contamination. Aucun État ne peut être bon, et dénué de perversion. Contrairement à la propagande l'État révolutionnaire n'est pas un laboratoire isolé du monde, imperméable à toute ingérence extérieure et où peuvent se développer des pratiques économiques, sociales et politiques inédites, en rupture complète avec le système antérieur dans le pays mais toujours dominant dans le monde. L'État se voulant socialiste, reste donc pour une part un État comme les autres, si ce n'est qu'il est conduit à combattre des adversaires intérieurs accrochés à leurs intérêts et des ennemis extérieurs usant de tous les moyens, en général supérieurs, pour déstabiliser un pouvoir jugé inacceptable. L'État se pervertit en citadelle assiégée, sous les coups reçus, les manœuvres subies et les compromis inévitables dus au rapport de force. Il devient, au-delà de ses propres erreurs dues aux difficultés de la voie empruntée, avant tout réactif plus que créatif et innovant. Les politiques européennes anti-soviétiques du cordon sanitaire, avant la Seconde Guerre mondiale, puis celles du containment et du refoulement, sont pour une part responsables de la dimension répressive qu'a pris le soviétisme qui de surcroît pouvait être ainsi condamné devant l'opinion pour insuffisance de démocratie. C'est à juste titre que Lénine a pu souligner que la tentative de construction du socialisme n'était pas la perspective. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.